Ben, ça y est, ça y est. Écoutez, mes chers amis, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui ici notre ami Nicolas Dupont-Aignan. Alors, bon, il y a une petite histoire entre nous, c'est que, comme certains d'entre vous le savent, il m'arrivait régulièrement de publier des articles sur la justice. Alors, quand la droite est au pouvoir, c'est Libération qui m'hébergeait, parfois Le Monde, et quand la gauche était au pouvoir, j'avais très largement ouvertes les colonnes du Figaro. Bon. Ce que je disais n'était pas nécessairement génial, mais pouvait malgré tout intéresser ceux qui nous gouvernent et ceux qui prétendent nous gouverner. Le seul qui m'a écrit une longue lettre d'ailleurs, de longues lettres, avec des observations, des demandes de renseignements, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Et nous avions prévu, mais il y a quelques années, de nous rencontrer. C'est fait. C'est fait, nous nous sommes vus à la Coupole, sans Simonon, mais il y avait la Coupole toujours. Et ma foi, j'ai trouvé quand même très intéressant le discours de Nicolas Dupont-Aignan, que je connaissais quand même par les étranges lucarnes. Et puis je me suis dit qu'après tout, les Sablais avaient bien le droit, et les Vendéens, de rencontrer ce politique atypique qui évolue seul, pas tout à fait, parce qu'il a toujours quand même 1 million de voix qui l'accompagnent, et je pense des espérances certaines sur le développement de cet électorat qui ne veut pas du système en général et du blocage entre les 3 grandes forces politiques maintenant qui se répartissent le marché. Alors, c'est donc avec le plus grand plaisir que nous l'accueillons ici, que nous allons écouter tout ce qu'il a à nous dire. Encore une fois, atypique, un homme qui trace son chemin, qui a des convictions, et c'est rare dans le monde politique, en dehors de la conviction dans leur propre destin et dans leur propre carrière. Il n'est pas ni, il n'est pas non, il n'est pas neuneux, Nicolas Dupont-Aignan. Bien, bonsoir à tous. Merci, cher Didier. Je salue Cécile Belle-de-Gessé qui est venue avec nous, ainsi que Jean-Philippe Tanguy, responsable des fédérations à Debout la France. Et Cécile Belle-de-Gessé, vous la connaissez peut-être, elle a été conseillère régionale des Pays de Loire un certain temps, du parti de Philippe de Villiers à l'époque. Et puis elle a été notre tête de liste, elle est élue de la Sarthe, un peu plus loin d'ici, et elle a été tête de liste aux européennes pour nous l'an passé, le 25 mai dernier. Ben moi, ça me fait tout drôle d'arriver au Sable d'Olonne. C'est vrai que j'étais un grand admirateur de Didier Gallo, je dis pas ça parce qu'il m'a invité, et je l'ai dit tout à l'heure à la presse, si Didier Gallo était ministre de la Justice, on serait quand même mieux. Hein. Mais c'est pas une blague, parce que je peux vous dire que tout ce qu'il a pu écrire sur l'état judiciaire de notre pays, si nos hommes politiques en avaient lu un peu plus, je pense qu'on n'en serait vraiment pas là. Et donc c'est une affaire sérieuse. Je voudrais le remercier de son accueil, ainsi que tout son conseil municipal, notamment Madame la première adjointe, qui m'a très bien accueilli, ainsi que tous les autres. Et c'est vrai que c'est l'occasion de vous connaître un peu et de vous dire un peu pourquoi je fais ça. Je crois que le plus agréable, je ne sais pas combien de temps on a, c'est que je ne sois pas trop long, et puis qu'il y ait des questions, hein, puisque moi j'aime bien quand il y a des questions, je trouve ça plus intéressant. Et donc je vais juste vous dire 2 choses. La première, c'est pourquoi je fais ça, et la deuxième, c'est pourquoi on va y arriver. La première, pourquoi je fais ça? C'est très simple. Moi j'ai été élu, j'ai eu ce privilège en 95, maire d'une ville surendettée, en banlieue parisienne, hier. Ça, c'est hier avec un Y et pas de H, comme dans les palmiers. J'ai été élu très jeune parce que cette ville avait été ruinée par un maire malhonnête, et avant il y avait un incompétent.
C'est-à-dire que c'est vrai, dans la politique française, il y a souvent des nuls et il y a souvent des malhonnêtes. Bon. Et j'avais eu tout dans ma ville. Et donc on a gagné pour ça, parce que les gens se sont dit ça ne peut pas être pire. Et on a redressé la ville. Ensuite, j'ai été élu en 97 député et j'étais très fier. Très fier, à 35 ans d'être député, de la nation, j'étais un grand admirateur de l'histoire de France, etc. Je suis arrivé au Palais Bourbon en me disant je vais faire plein de choses. Et puis j'ai découvert un pays dont les dirigeants, finalement, abandonnaient le peuple. Et j'ai découvert, au fil du temps, avec une immense tristesse et une grande déception, que le pouvoir n'avait plus le pouvoir. Et que c'était la cause principale des difficultés économiques, sociales de la France. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai découvert que les présidents de la République se succédaient. J'ai été élu en 97, donc j'en ai connu 3. Se succédaient et finalement abandonnaient chacun un peu plus le pouvoir dont ils étaient dépositaires à des autorités extérieures ou intérieures qui ne sont pas élues par le peuple. J'ai découvert que notre démocratie, finalement, était en carton-pâte. J'ai découvert qu'on se mobilisait aux élections, un coup à droite, un coup à gauche, dans les partis, mais qu'une fois élus, tous ces gens qui parlent très bien servaient plus des intérêts que le peuple français. C'est dur ce que je dis, mais je le pense. Donc je ne vais pas vous dire autre chose. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Parce que je ne suis pas là pour être le type parfait et tous mauvais. Il y a des gens très bien qui font ça. Très bien au sens des personnalités que vous aimeriez inviter à dîner, que vous pouvez admirer pour leur courage dans leur gestion locale, qui peuvent être bien à gauche ou à droite. Je ne juge pas les personnes. Et je me suis souvent interrogé en me disant, mais comment se fait-il que des hommes, par exemple, ou des femmes, le plus souvent des hommes, donnent leur vie, parce que ce n'est pas une sinécure, donnent leur vie pour être président de la République, donnent leur vie pour être ministre, et une fois qu'ils sont présidents de la République ou ministres, ne prennent pas les décisions qui s'imposent et qu'ils savent nécessaires, parce qu'ils ne sont pas idiots. Et comment se fait-il qu'ils mettent tant d'énergie pour la conquête du pouvoir et qu'une fois au pouvoir, ils acceptent de ne plus l'exercer? Comment se fait-il qu'ils soient les serviteurs obéissants de décisions prises ailleurs, sachant que ces décisions sont profondément mauvaises pour le peuple français et notre pays? C'est ça qui est terrible. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je veux argumenter sur des points précis, parce que je ne dis pas ça en l'air. J'ai des dizaines d'exemples. Mais ce qui m'intéressait, c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi tant d'efforts pour finalement regarder la France crever devant nous? Parce que quand pendant 30 ans, vous ne prenez plus les décisions qui s'imposent, quand pendant 30 ans vous laissez la Commission de Bruxelles qui n'est pas élue, la Banque Centrale Européenne qui n'est pas élue, la Cour de justice qui n'est pas élue, la multinationale X ou Y qui n'est pas élue, le syndicat corporatiste qui n'est pas élu, la pensée unique médiatique qui n'est pas élue, décider de la vie quotidienne du pays. Et que vous faites des coups de communication, là vous avez vu, souvent ils parlent de séquence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les hommes politiques parlent de séquence. Et les journalistes. Alors le François Hollande va commencer une séquence émotion. Nicolas Sarkozy va commencer une séquence. On est au cinéma. On n'est plus dans la réalité. On vous prend pour des spectateurs. Et on veut vous tromper. Parce qu'on veut dissimuler que derrière la façade, il n'y a rien. Il n'y a rien. Les décisions sont prises comme ça. Et elles ne sont pas prises par hasard. Elles servent des intérêts. Elles servent des nouveaux pouvoirs. Elles servent une vision de la France et du monde qui n'est pas la mienne en tout cas. Et qui, je pense sincèrement, n'est pas celle d'une majorité de Français. D'ailleurs, il l'avait exprimé lors d'un référendum en 2005 sur l'Union européenne. Alors je vais reprendre concrètement, parce que je ne veux pas que vous croyiez que c'est un discours comme ça, sympathique, vrai, mais pas étayé. Je vais vous donner quelques exemples.
J'étais un des rares, avec Philippe de Villiers, on est en Vendée, donc je tiens à lui rendre hommage, un des rares en 98, je venais d'être élu député, on a été 3, je crois, sur 577, à voter contre le traité d'Amsterdam. Le traité d'Amsterdam, en gros, c'était la fin de la souveraineté française, c'est-à-dire du peuple français qui décide de ses frontières, de sa politique d'immigration. Je schématise. On a dit folie, folie. Il n'y a pas un endroit dans le monde où des pays ont supprimé leurs frontières comme ça, sans conséquence. On nous a traités de ringards, de fascistes, de tout ce que vous voulez. Bon. On est aujourd'hui, presque 20 ans après, et il n'y a qu'à voir la situation migratoire du pays, il n'y a qu'à voir les problèmes de terrorisme, il n'y a qu'à voir comment l'absence de frontières nationales a favorisé l'essor du crime, des mafias, mais c'est abominable. C'est une nouvelle jungle. Et qui sont ceux qui en pâtissent le plus? Ce sont les plus faibles, les plus démunis, les pauvres airs qui crèvent en Méditerranée sur des bateaux. C'est ça la conséquence. Et donc derrière un discours droit de l'hommiste, tout est beau, tout est gentil, on supprime les frontières, on a créé une nouvelle jungle. Et quand on ose dire aujourd'hui, il faut rétablir des frontières nationales, ça ne veut pas dire des murs, ça veut dire des filtres. Ça veut dire qu'un pays libre a le droit de savoir qui peut entrer chez lui ou pas. Ça ne veut pas dire qu'on ferme tout. Alors on dit immédiatement, ah, comme Le Pen, Front National, ah, bon. Le Front National dit, oui, comme moi, ou je dis comme lui, il faut rétablir des frontières nationales. Mais lui dit, zéro immigration. C'est absurde, parce que personne ne peut croire qu'on peut rétablir des frontières nationales et mettre sous cloche la France. Et donc on voit bien la perversité politique aujourd'hui. À partir d'une idée juste, il faut rétablir les frontières, on vous caricature et on vous dit, vous êtes comme ceux qui ont une idée folle, zéro immigration. J'ai jamais dit, moi, qu'on pouvait faire zéro immigration. D'abord, ça ne serait pas sain et possible. En revanche, on peut éviter les flux migratoires d'aujourd'hui qui sont catastrophiques. Parce qu'on ne peut pas nourrir, on ne peut pas fournir l'école et les emplois de ceux qui arrivent sur notre sol. Donc, on dresse les gens les uns contre les autres. Et être humain, par exemple, les droits de l'homme, être humain, c'est organiser les choses. C'est le rôle de l'État. Je crois à l'État. L'État régalien. L'État qui protège et qui organise. Pas l'État boulimique qui se nourrit. Donc j'ai pris cet exemple. 1998, 20 ans. On n'a pas l'instrument. Alors vous avez Nicolas Sarkozy qui va devant les télévisions vous faire des grands effets de manche. Il l'a fait en 2007, en 2012 ça n'a pas marché, il la refera peut-être en 2017. On va voir, on va inventer un Schengen 2. C'est du pipeau intégral. Tant qu'on ne revient pas aux frontières nationales, vous pouvez inventer tous les Schengen de la Terre, ça ne marchera pas. Et je prends un exemple, si vous habitez dans un immeuble, si vous supprimez votre porte d'entrée de votre appartement pensant qu'il y a la porte d'entrée de l'immeuble avec un code, vous prenez quand même un risque. Il n'y a pas une personne sensée qui le ferait. C'est ce qu'a fait l'Europe. On a supprimé les frontières nationales et on a dit, il y a une frontière européenne. Mais la frontière européenne, tout le monde sait qu'elle n'est pas respectée. Donc tout le monde rentre, c'est une passoire. Et tous les pays du monde contrôlent leurs frontières, ils ne sont pas fascistes. À chaque fois devant certains journalistes, je dis, mais le Maroc contrôle sa frontière, vous n'allez pas dire que c'est un pays fasciste. Si je dis peut-être un autre pays, vous le direz, la Russie ou autre. Bon. Donc, pourquoi je vous prends cet exemple? C'est parce que je veux qu'on arrête d'être à genoux devant de fausses évidences, devant un faux bon sens, devant cette médiocrité politique qui aboutit à des drames humains. J'ai parlé de l'affaire des frontières. Je pourrais vous parler économie. Un autre exemple. Les travailleurs détachés. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une fameuse directive européenne qui a été prise pour dire vous pouvez habiter partout en Europe et vous pouvez venir travailler partout. Mais vous n'allez pas payer la sécurité sociale du pays dans lequel vous allez travailler. C'est les fameux travailleurs détachés. Alors vous avez des Roumains, des Polonais, c'est pas contre eux, qui arrivent, 500 000 en France aujourd'hui, et en fait un peu plus,
qui sont recrutés par des sociétés luxembourgeoises et qui payent les charges sociales en Pologne. Alors on nous dit, oui, mais c'est le SMIC français. Sauf que la différence de coût horaire est quasiment du simple au double. 15 € contre 30. Et toutes les PME, il y en a sûrement là, reçoivent des fax de sociétés luxembourgeoises, françaises, légales, qui disent, j'en ai amené une fois une émission de télé, qui disent, plutôt que de recruter des Français quand même, c'est absurde, vous payez des charges. Recruter par notre intermédiaire des travailleurs pour les métiers suivants, alors c'est cité, carreleur, menuisier, électricien, hôtellerie, bâtiment, tout, la liste. Et c'est marqué en gros, c'est légal. C'est légal, et vous n'aurez aucun ennui administratif. Et vous paierez moitié prix. On le sait depuis des années. Alors au début, c'est vrai, quand on l'a dit, on nous a dit, oh, il n'y a pas grand monde, 10 000, 20 000, et puis 30 000, puis 50 000, puis 100 000, et puis 150 000, et puis 300 000 l'année dernière, et 500 000 cette année. Ce sont des milliers d'artisans qui font faillite. C'est des milliers de PME qui sont obligés d'ailleurs d'y passer. Parce que si vous avez une petite PME de bâtiment, si vous prenez 3 Polonais, 3 Roumains, bah vous allez faire de sacrées économies, baissez vos prix. Vous allez avoir des clients. Et donc, chacun se dit, est-ce que je ne devrais pas faire pareil? Alors, j'en ai parlé par exemple au président de la République. À chaque fois que je le vois pas souvent, une fois par an, et où il consulte les chefs de parti. Alors je reviens toujours avec mon petit papier, et je lui montre les pubs, je lui montre les chiffres. Il dit, ah oui, c'est un vrai problème. Ah oui, puis il s'inscrit comme chômeur en plus dans notre pays. Ah oui, c'est un vrai problème. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et d'ailleurs, je crois qu'on a pris un accord là, avec les autres partenaires. On a fait voter une loi sur les sous-traitants. Alors il y a un décret qui vient de sortir parce que les élections sont passées, mais qui ne va rien changer. Il faudrait mettre un flic derrière chaque... Et puis la dernière fois que je le vois, je lui ai dit, parce que je suis têtu, alors je reviens à chaque fois, et je dis, alors, il me dit, ça commence à râler fort dans les autres pays aussi. Alors je suis poli, j'avais envie de lui dire, mais vous êtes président de la République française. Donc je ne désespère pas de convaincre une majorité à Bruxelles pour essayer de corriger la directive. Mais je ne suis pas dans le bureau du président de la République. Je suis dans le bureau d'un gouverneur du sous-État France, d'un ensemble où des décisions sont prises par des gens qui ne sont pas élus. Et donc la directive travailleurs détachés, le président de la République devant moi me dit, c'est vrai, c'est pas bien, mais il dit, je ne peux rien faire. Il faut que j'ai une majorité. Alors on est 28 pays, donc on va travailler. On va essayer. Mais comment voulez-vous qu'on soit respecté, l'homme politique? Je vais vous donner un dernier exemple, je ne veux pas être trop long. Les quotas laitiers, hier, suppression des quotas laitiers, hier. Catastrophe totale pour notre agriculture française. Mais vous n'imaginez pas le désastre agricole en matière d'élevage qui va se produire. Pourquoi? Très simplement, s'il n'y a pas de quotas par pays, ça veut dire très simplement que c'est le marché totalement libéralisé et que les fermes agricoles des Pays-Bas, où les vaches ne sortent jamais sur des prés, vont avoir un gain compétitif, et puis que le lait roumain, polonais, etc. aussi. Donc il n'y a pas besoin de faire un dessin pour savoir qu'il va y avoir une baisse de production en France et une augmentation dans ces pays-là. Et que le choix de la France va être très simple. Soit on supprime nos élevages dans nos pâturages, et on fait des fermes industrielles, soit on ne sera pas compétitif et on perdra du marché. Pourquoi le général de Gaulle, puis tous ses successeurs, sauf Sarkozy d'ailleurs, qui a lâché, avaient refusé de remettre en cause les quotas? C'était parce qu'il y avait l'idée qu'il fallait des quotas par pays et un prix garanti du lait minimum qui permettait aux éleveurs français qui ont une densité différente, il n'y a pas la même densité aux Pays-Bas et en France, c'est-à-dire qui permettait à l'élevage d'être réparti sur le territoire. Et donc, d'avoir une qualité alimentaire, de gérer nos paysages, etc., etc. Tous les gouvernements savaient qu'il ne fallait pas accepter la fin des quotas laitiers et qu'on peut avoir une organisation de marché, comme on avait avec les quotas laitiers, le prix garanti. Ça existe au Canada. Le Canada n'est pas un pays antilibéral. Ils ont protégé leurs éleveurs. Bon. Eh bien, c'est le gouvernement Sarkozy, en 2009, Barnier,
l'inénarrable Barnier qui a cédé. Alors, ils sont venus à l'Assemblée, ils nous l'ont dit. Mais tu sais, je ne pouvais rien faire. J'étais minoritaire. Ça se décide maintenant à 28. Et c'est la majorité. On n'a plus le droit de veto. Ah oui, j'ai beaucoup combattu. Et vous avez vu les déclarations de Le Foll, là? Le Foll a dit « J'étais contre la suppression des quotas laitiers, mais je n'ai pas réussi à changer la majorité des pays européens. » Alors des pays comme la Lituanie, comme Malte, comme Chypre, décident pour nos éleveurs. C'est tout. Ils ont accepté l'inacceptable. Ils ont accepté l'inacceptable. C'est-à-dire de démissionner de leur rôle. C'est tout. Alors, ce que je vous dis là-dessus, mais dans tous les domaines, c'est les containers qui arrivent au Havre. 20% des containers importent des produits qui ne sont même pas aux normes européennes. C'est-à-dire c'est de la triche, notamment de Chine. Et la Commission européenne vient de faire une admonestation en disant attention, il y a des produits dangereux qui arrivent en Europe. Les pays d'Asie, quand il y a un problème, saisissent les containers et les bloquent en douane. Ah, en Europe, l'Union européenne, jamais, parce que les douaniers français n'ont pas le droit de le faire, parce que sinon, ils se font taper sur les doigts par la Commission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on favorise les importateurs qui ne respectent pas les normes européennes. Mais en revanche, si vous avez une petite entreprise, une PME, en Vendée ou ailleurs, alors là, l'administration française vient vous contrôler tous les matins pour savoir si vous respectez la nouvelle norme européenne. Et on vous fait fermer, et on vous demande de vous endetter, et la banque ne vous prête pas. Et donc ça veut dire qu'on applique des normes sur les producteurs en Union européenne, et on ne les fait pas respecter sur les produits qui arrivent sur notre territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un système inégalitaire. Et il ne faut pas s'étonner que l'on ait des millions de chômeurs. Ajouter à ça la politique de l'euro, le traité de Maastricht, ajouter à ça, etc., etc. Je pourrais vous parler du traité de Barcelone sur les services publics. On a cassé ce qui marchait EDF, GDF, même s'il y avait des excès, mais au moins ça marchait. On a brisé notre pays qui a été abandonné par ses dirigeants, qu'ils soient de droite ou de gauche, je vous le dis. Alors, voilà mon combat. C'est très simple. C'est que ça fait 20 ans, depuis ma première élection de maire, j'ai travaillé avec Philippe Séguin pendant des années. J'ai eu la chance d'être élu après. Ça fait 20 ans que j'assiste à ce désastre. Alors au début, quand on l'a dit avec Philippe de Villiers, avec Philippe Séguin, avec Jean-Pierre Chevènement, et beaucoup d'autres, les Français ne voyaient pas les conséquences concrètes des décisions prises en amont. Et puis il y avait la propagande permanente. C'était un monde meilleur, un peu comme en Union soviétique. Non. Il fallait plus d'Europe. Mais ce n'est pas l'Europe qui est en cause. C'est la manière dont on l'a construit. Moi, j'ai jamais été hostile à Airbus. Airbus, c'est une très belle Europe. C'est une Europe des nations et des projets. On respecte les nations des gens et on a des projets en commun. Voilà, c'est tout. Et donc, ce que je veux dire très clairement, c'est qu'on ne réglera pas les questions du chômage. On ne réglera pas la question de la sécurité. On ne réglera pas la question de l'immigration. On ne réglera pas la question de la misère sociale. On pourrait parler de la pêche. On va y aller demain matin. La situation des pêcheurs, ahurissante. La situation des camionneurs, ahurissante. Une anecdote, je voyais pendant les Européennes dans le Nord avec Jean-Philippe, une société des camionneurs qui nous expliquait, il nous disait, les types, ils étaient désespérés. Ils disaient, bon, que des travailleurs étrangers, bien évidemment moins chers, nous les pauvres Français qui restent, on est les seuls à se faire arrêter sur les autoroutes par les gendarmes. Oui, parce qu'on n'arrête pas les camions étrangers, parce que c'est trop compliqué, parce qu'ils trichent avec tous les disques, tout est truqué. Mais les gendarmes, ils ne parlent pas la langue, il n'y a pas la procédure, donc les gendarmeries ont abandonné. Et donc les seuls qui sont arrêtés sur les autoroutes, quand ils ne respectent pas les heures de fonctionnement, c'est les chauffeurs routiers français. Voilà là où on en est dans le pays. Donc, tous ces Français qui bossent, qui n'en peuvent plus de cette injustice, qu'est-ce qu'ils font? Bah, on a bien compris. Soit ils vont s'abstenir, soit ils vont voter Front National. Ils n'en peuvent plus. Et qui peut les blâmer de ne plus en pouvoir? Et alors, bien évidemment, on arrive à la situation effrayante, mais ça je vais vous en parler après je vais finir, de ce monde politique
tripartite. Mais je vais vous en parler après, dans ma deuxième partie. Mais avant, je veux finir. Ce n'est pas simplement un problème vis-à-vis de l'Union européenne. Parce que je sais que souvent on me dit « Oui, mais Dupont-Aignan, il est contre l'Europe, alors c'est pas gentil, parce que l'Europe c'est gentil. » Bon, voilà. C'est pas ça. Parce que c'est une démission démocratique et politique. Et cette démission qu'on a vis-à-vis de l'Union européenne, de gens qui prennent des décisions à notre place, à la vôtre, elle existe aussi en matière intérieure. Il faut être honnête. Tout n'est pas la faute de Bruxelles. La faute, elle est dans nos dirigeants politiques qui ont abandonné votre mandat. Quand vous élisez un maire, un député, un président, vous lui donnez un mandat, malgré tout. Et ça veut dire qu'il a un devoir de vous servir. Donc ils ont trahi ce mandat vers l'international, mais ils l'ont aussi trahi à l'intérieur. Je prends un exemple, la politique de sécurité et de justice. C'est effrayant. Je pourrais en citer un autre exemple, l'école publique. L'école publique. Alors là, c'est vis-à-vis des corporatismes, vis-à-vis de la pensée unique, l'abandon des bonnes méthodes de l'apprentissage de la lecture, mais ça revient péniblement, mais c'est tellement de gâchis, des enfants gâchés, une génération, l'abandon tout simplement de la méritocratie, de l'effort qui sert le plus faible. Car le paradoxe de cette faiblesse, de ce laxisme, de cet esprit post-68 attardé, c'est que ce sont les plus modestes qui payent le premier. C'est qu'on a une société à deux vitesses, et que ceux qui ont la chance par leur milieu social de s'en sortir, s'en sortiront. Mais ceux qui n'ont pas la chance de naître dans un beau quartier, eux, vont être pénalisés et mis de côté. Et c'est pourquoi on aboutit à une société à la fois faible et profondément injuste. Et c'est pourquoi ce n'est pas simplement une question de l'Europe méchante, c'est une question de la manière dont on veut faire vivre notre démocratie. Et c'est pourquoi je me suis engagé à ce point en politique, c'est pourquoi j'ai quitté l'UMP, qui avait tout abandonné, qui fait semblant de vouloir agir, pas parce qu'ils sont méchants, il y a des gens très bien à l'UMP, je salue d'ailleurs le député du coin, Yannick Moreau, mais je le dis très clairement, est-ce que la situation de la France peut nous permettre, nous élus qui savons tout ce qu'on voit, est-ce qu'on peut se permettre, pour des petites questions d'élection, de statut, de carrière, est-ce qu'on peut se permettre de toujours dire on ne peut rien faire? De dire ah oui, il est complètement dingue celui-là, mais on va le suivre parce qu'il va revenir. Bon. Ah oui, il est complètement corrompu celui-là, mais on ne peut pas faire autrement parce que le parti l'a désigné. Voilà. C'est du quotidien, c'est ce qu'on vit au quotidien, les amis. Et ça, moi, j'ai décidé un jour que c'était fini. Ils auront peut-être ma peau à la fin, mais en tout cas, mes électeurs m'ont soutenu et c'est fini. La situation du pays est trop grave pour céder à cet abandon permanent. La situation du pays est trop grave pour ne pas, d'un côté, libérer le pays, c'est-à-dire lui redonner sa liberté démocratique. C'est à nous de faire nos lois, c'est à nous de gérer nos frontières, c'est à nous de voter notre budget, c'est à nous de gérer notre monnaie. Ce sont les 4 attributs majeurs d'un pays libre, c'est-à-dire d'un peuple libre. Mais c'est aussi notre boulot de rassembler les Français, et c'est ce qui me distingue du Front National, de rassembler les Français, car je ne crois pas qu'on pourra gagner si on accroît une division nationale. C'est le message du gaullisme. C'est que l'indépendance du pays, elle va avec le rassemblement des Français et elle ne peut exister que si on s'appuie sur le peuple, par référendum, si on le réconcilie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire entamer les vraies réformes pour réconcilier les Français. C'est la réforme de l'école publique. Parce que l'égalité des chances, c'est la seule réconciliation sociale possible. C'est l'état régalien de la justice et de la sécurité. Car vivre dans une jungle, ce n'est pas comme ça qu'on va réconcilier les gens. Et puis, c'est aussi le progrès social. Moi, je suis un gaulliste social, je crois au progrès social. Quand je vois l'UMP proposer, par exemple, parce que personne n'a compris ce qui allait se produire. D'ailleurs, les socialistes attendent pour les prendre à revers. Quand je vois l'UMP dire « il n'y aura plus de durée légale du travail »,
Et ça sera dans l'entreprise, pardonnez-moi de vous le dire, qu'on dise que les 35 heures, c'est pas bien. Oui, les 35 heures, c'est catastrophique. Qu'on ait le courage de dire, alors c'est 37 heures, c'est 39 heures, je ne sais pas. Mais dire, ça va se faire dans chaque entreprise, dans la limite des 48 heures de l'Union européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon que vous êtes faible ou fort, vous n'allez pas travailler pareil? Mais c'est complètement fêlés. Moi, je vous le dis. C'est la fin d'un siècle de conquête sociale. Et s'ils croient qu'ils vont pouvoir gagner des élections avec ça, je pense qu'ils se trompent. Oui, on peut demander un effort collectif aux Français. Et je suis différent de la gauche parce que je ne supporte pas leur laxisme. Et il faudra travailler plus, on le sait. Mais on doit le faire de manière juste, équitable. C'est ça aussi le progrès social, c'est ça aussi le gaullisme social. Donc vous le voyez, tout mon projet politique, tout notre projet politique à Debout la France, ni système ni extrême, j'y viendrai dans un instant, c'est d'expliquer aux Français qu'on peut s'en sortir. On retrouve un minimum de liberté vis-à-vis de l'Europe, de l'Union européenne, on reconstruit une Europe des nations, des projets, on va retrouver de l'air, très vite. Regardez ce qu'a fait l'Angleterre, qui a sa monnaie, son budget, elle a des défauts, mais leurs frontières, voilà. Regardez le Danemark, regardez des petits pays qui s'en sortent beaucoup mieux, pourquoi? Bon. Donc, libérons la France, elle ne doit pas être colonisée. Nous sommes un pays colonisé, sous tutelle. Et un pays colonisé, c'est un pays qui perd l'estime de soi. Et c'est ce qui explique toujours ce dégoût de tout qui a envahi les médias. Deuxième point, rassemblons les Français. Rassemblons les Français. Parce que si on croit qu'en disant c'est de la faute des uns, c'est de la faute des autres, on va y arriver, on peut gagner des voix au départ, mais après, quand il faut gouverner, comment on fait? Et puis le troisième point, j'insiste là-dessus, c'est nettoyons la politique. D'ailleurs, dans le petit tract, je ne sais pas si Jean-Philippe, on distribuera le petit tract à tout le monde, vous verrez, c'est les 3 axes de notre projet politique. Libérer la France, rassembler les Français et nettoyer la politique. Nettoyer la politique, oui. Moi, j'ai acquis la conviction, maintenant j'en suis totalement certain, que vous ne ferez rien, mais rien, avec ceux qui ont gouverné depuis 20 ans notre pays. Je suis désolé de vous le dire, je vais peut-être vous faire... mais c'est pas possible, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tenus les uns les autres, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Ce ne sont pas des choses aussi graves que vous croyez souvent, c'est une oligarchie médiocre, pourrie, qui s'est rendue service pendant 20 ans au détriment du peuple français. Voilà. Alors, je t'ai renvoyé l'ascenseur à telle entreprise, je t'ai refait ceci, je t'ai refait cela. Ça a existé dans toutes les périodes de notre histoire, vous savez, c'est pas nouveau, il n'y a pas que nous. On a plutôt des hommes politiques honnêtes par rapport aux autres pays. Donc il ne faut pas croire que c'est le diable, l'homme politique, je ne tomberai jamais dans ce discours. En revanche, les 2 grands partis qui co-gèrent la France depuis 20 ans n'ont jamais fait le ménage en eux-mêmes. Très difficilement du moins. Et donc il faut le faire. Ça veut dire inéligibilité à vie des gens condamnés. C'est impératif. Cela veut dire référendum pour passer au-dessus des blocages de la société française. Cela veut dire changer un peu le mode d'élection avec un peu de proportionnel quand même à l'Assemblée nationale, pas beaucoup parce qu'il ne faut pas déstabiliser tout, mais il faut mettre un peu d'air. Il faut qu'il y ait un peu de diversité politique. Cela veut dire vraiment renforcer les droits des oppositions dans toutes les collectivités locales. Et puis, pardonnez-moi, alors je suis un horrible... je ne suis pas jacobin, parce que je ne suis pas jacobin. Je crois que la décentralisation est utile, mais la féodalisation du pays est profondément dangereuse. Tous ces roitelets qui se sont crus les chefs de leur territoire. Mais ça veut dire quoi? Il n'y a qu'un chef, c'est le peuple. Et il y a l'État. Et il y a la France. Voilà, moi je crois en ça, la République, l'État, la nation, la France et l'Europe des nations, parce que je crois, oui, qu'on a besoin de coopération européenne. Et je ne suis pas anti-européen. Mais je déteste cette manière de construire l'Europe qui est profondément anti-européenne, quand on y réfléchit. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est très gentil, mais le pauvre gars, allez, au mieux il a 5%, comment il va faire? Hein? Moi je sais ce que vous pensez. Et souvent des gens viennent me voir dans la rue, et me disent, oui, vous êtes très bien, c'est très gentil, ou il y a madame machin qui est très bien, monsieur truc qui est très bien, parce qu'on a des gens bien avec nous, je peux vous assurer. Et puis ils disent, oui, mais votre parti, vous n'allez jamais y arriver, il y a les 3 grands partis. Ah, c'est vrai, c'est pas facile. Mais je vais vous dire pourquoi il y a les 3 partis. C'est pour que rien ne change. Parce que pendant des années, il y avait 2 partis. Alors on a fait croire aux Français que
Quand il n'y avait pas l'un, s'il y avait l'autre, ça irait mieux. Et puis on a fait voter pour l'un parce qu'on détestait l'autre. C'était ce que j'appelle la gauche-droite. Bon. Et puis un jour, vous êtes quand même aperçu qu'ils faisaient la même chose. Hein, où ils obéissaient au même maître. Alors ils ne font pas pareil, bien sûr. Il y a heureusement des nuances. Je préfère certaines nuances que d'autres. C'est évident. Mais pour autant, c'est quand même pas brillant. Alors, il y a eu obligatoirement les Français en OEAC, et il y a eu un nouveau parti qui a gagné des voix, etc. Et qui finalement joue le rôle. C'est un député communiste d'ailleurs qui me l'a dit récemment. Il m'a dit, tu vois, aujourd'hui le Front National joue le rôle pour le système qu'on a joué nous le Parti communiste dans les années 50. On met 5 millions de gens dans un coin, et puis on leur donne l'illusion qu'ils vont y arriver. Et puis on a choisi, bien évidemment, ceux qui étaient un peu excessifs. Parce que si c'était des gens qui n'étaient pas excessifs, il y a longtemps qu'on aurait gagné. Et d'ailleurs, ça a été le miracle de François Mitterrand qui a réussi à absorber le Parti communiste et à le faire gouverner. Parce qu'il a compris qu'il fallait le tirer vers le gouvernement. Après, ça n'a pas été brillant, mais en termes de conquête politique, ça a été brillant. Et le Front National, après, j'ai jamais diabolisé le Front National, parce que le Front National dit des choses que je dis. Et je ne vais pas dire c'est pas bien parce que c'est le Front National. C'est absurde. En revanche, au Front National, il y a une arrière-boutique, une boutique, une vitrine. Et la vitrine n'est pas toujours l'arrière-boutique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que je sais, c'est que le Front National est le meilleur moyen pour le Parti Socialiste et l'UMP de se maintenir au pouvoir. On l'a bien vu au deuxième tour. Beaucoup de voix au premier tour, et puis au deuxième tour, les gens, à juste raison, se disent « Est-ce qu'on peut confier la France à une famille ?» Certes, elle dit des choses parfois justes, certes, elle a raison face aux incapables qu'on a, mais en même temps, est-ce qu'on peut jouer à la roulette la France? Jamais on a confié à une famille le pays, depuis longtemps, à un certain moment. Mais n'est pas Napoléon qui veut. Et puis il y a eu quand même 2 siècles qui sont passés. Et donc, vous voyez bien, enfin moi je le ressens, je vous explique, moi je parle franchement, je ne suis pas là pour faire, je vous dis ce que je pense. Vous voyez bien que les Français sont hésitants. Il y a une partie qui dit il faut bousculer le système, je vote celle qui crie plus fort, et que les médias aussi sont bien contents de montrer. Il y a le Parti Socialiste qui en fait un ennemi, oh là là, comme si c'était le fascisme qui arrivait, ce qui est ridicule. Et puis il y a l'UMP qui essaye de s'en tirer entre les deux. Et tout ça est très dangereux, pourquoi? Parce que si vous reprenez au fond les choses, aucun d'entre eux n'a un pouvoir d'adhésion. Les 3 existent que pour éviter à tout prix les 2 autres. Et si vous allez plus loin, moi ce qui me donne du courage et de la confiance, je vais vous dire, c'est un sondage extraordinaire qui dit 77% des Français, c'était il y a un mois, ne veulent pas de François Hollande à nouveau président de la République. 77%. C'est énorme. 3/4. On n'a jamais eu ça. Non. Mais il y a un autre sondage, le même, incroyable, qui dit le même chiffre. 77% des Français ne veulent surtout pas voir revenir Nicolas Sarkozy. Alors il y en a 20 qui sont fanatiques. Ils veulent, c'est leur Dieu. C'est très bien. C'est la démocratie. Mais il y a 77% qui disent jamais. Bon. Et il y a 65% des Français qui ne veulent surtout pas donner les clés de la Maison France à la famille Le Pen. 65%, c'est un peu moins. Mais enfin, quand vous réfléchissez, c'est quand même fort. Ça veut dire que les 3 personnalités, les 3 partis, qu'on vous impose matin, midi et soir, comme l'obligation absolue de la vie politique, sont honnis par les 2/3 des Français au moins. Et entre nous, ils ont raison. Je suis désolé de vous le dire. Ils ont raison. Et donc à la fin, vous comprenez le dégoût et le désespérance de nos concitoyens, qui se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va être obligé de choisir entre un des 3, le moins pire. Alors ça va changer d'ailleurs selon les échéances. Parce que, voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre pays? Alors après, vous avez le choix. Si vous voulez aller vers les 3, il ne faut pas venir me voir. Voilà. Moi, je ne veux aucun des 3. Alors vous allez dire, mais vous êtes dingue, comment vous, 5% tout seul, vous allez pouvoir ébranler, mais ce sont des colosses au pied d'argile, les amis. Si nous réussissons, nous, à exprimer un choix d'adhésion, un choix de projet, un choix de comportement, un choix de valeur positif, si on arrive à élever le débat, est-ce que vous ne croyez pas que ça vaut le coup?
Est-ce que vous ne croyez pas qu'à un moment, il faut se poser la seule question qui vaille, pas de celle à quel niveau nous sommes, mais ce que nous sommes. Quel est notre système de valeurs? Et ce que nous proposons? Et si vous arrivez à choisir en évacuant le reste, vous verrez qu'on est bien mieux que les trois. J'en suis convaincu. C'est pas de la prétention, c'est une certitude. C'est une certitude parce que nous sommes un rassemblement de gens intègres. Et parce que quand la France est en danger, c'est pas la question de savoir l'étiquette. Moi, j'en ai rien à faire de savoir pour qui a voté Didier Gallo dans les 20 dernières années. On parle franchement. Mais je suis heureux d'être là parce que je sais que c'est un type bien. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Mais, et Cécile, elle a fondé dans la Sarthe, elle nourrit quoi, la moitié des personnes âgées de la Sarthe à l'heure du déjeuner. Hein. L'aide à domicile, elle l'a fait toute seule, sans subvention publique. C'est une femme fabuleuse. Elle est avec nous. On a des gens bien. Et le peuple français, il est bien. Dans le pays, il y a des gens formidables. C'est le miroir qu'on nous renvoie à la télévision qui est à vomir. Moi, je vous le dis. C'est ce miroir qui nous tape sur le système toute l'année. La première décision à prendre, c'est de faire sauter les émetteurs de télévision. Je peux vous l'assurer. Si vous voulez redonner du moral aux Français, bon, enfin, j'espère que ça ne va pas rester dans la... parce que déjà, j'y passe pas souvent. Bon, mais je plaisante, mais cette entreprise d'abrutissement collectif permanent, de destruction de notre jeunesse. Bon, donc, je le dis très clairement, des personnalités intègres. C'est fondamental. D'où qu'elles viennent. Et même du Front National, ça m'est complètement égal. Et même de la gauche, ça m'est complètement égal. On a des secrétaires départementaux, à Limoges, on en a un qui vient du Front de gauche, type fabuleux. On en a un qui vient du Parti Socialiste en Haute-Saône, on en a un du Front National, un jeune formidable dans le Puy-de-Dôme. Parce qu'ils ont compris à un moment qu'il fallait se lever, qu'il fallait changer. Ensuite, des valeurs. Parce qu'on nous parle projet, programme. Mais avant le programme et le projet, il y a les valeurs. Quel est notre système de valeurs? C'est pas du moralisme, attention. C'est des valeurs. Voilà. Quelles valeurs on a? Est-ce qu'on croit en la nation? Est-ce qu'on croit en la famille? Est-ce qu'on croit à la responsabilité individuelle? Est-ce qu'on croit au partage? Oui. Est-ce qu'on croit au principe face à l'argent? Oui, l'argent c'est utile, c'est un moyen, c'est pas une fin. Est-ce qu'on croit à la volonté politique? Voilà. Bon. Est-ce qu'on croit à la démocratie? Est-ce qu'on croit dans le peuple? Reprenez le beau discours de Victor Hugo sur le suffrage universel. Donc, c'est ça aussi qui doit apparaître. Et puis enfin, ce sont les propositions concrètes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut pour que les Français puissent vivre dignement de leur travail, en sécurité, en donnant un destin à leurs enfants. Si déjà on faisait ça. Hein? Si déjà on faisait ça. Et ça, on peut le faire. Qu'on ne me dise pas qu'on ne peut pas le faire. La 6e puissance mondiale, qu'a l'histoire de France, qu'a cette intelligence collective, qu'a ce pays magnifique, ne serait pas capable d'organiser en son sein, allez, un pays où il fait bon vivre, ne serait pas capable de résoudre les questions du chômage de masse, de l'insécurité, de l'école qui abrutit, et de la santé publique. Avec tout ce qu'on a fait, on a tout pour réussir. Moi, je vous suis certain. Et il y a tous les rapports dans les placards pour réussir. Simplement, il faut faire un bon choix, ne pas faire trop de choses et se limiter à l'essentiel. Et je peux vous dire que si on fait ça, on y arrivera. Voilà pourquoi j'aime mon pays, voilà pourquoi j'aime les Sables d'Olonne, et voilà pourquoi je suis ici ce soir et je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on n'est pas déçus. Hein. Oh, vraiment, c'est parfait. D'ailleurs, on a une bonne nouvelle aujourd'hui. Le conseil départemental de l'Essonne, c'est un proche de Nicolas Dupont-Aignan qui est président contre le suceur d'orteils de ses collaboratrices. Vous savez, l'homme qui aime les doigts de pied, là, encore, dont Sarkozy avait fait un ministre, hein, un secrétaire d'État, mais pas pour ses qualités de suçoteur, mais parce qu'il s'agissait de le priver villepin d'un de ses soutiens. Je crois que c'était ça. Voilà, comme nous avons quand même vraiment une classe politique qui non seulement élève le débat, mais
qui sait choisir le bonhomme à la bonne place. Voilà. Alors, sur les questions, je vais descendre. Ah, est-ce que le micro fonctionne? Celui-là, oui, il doit fonctionner. Bien. Monsieur le Président, donc une petite question. Je suis la politique comme vous depuis un certain nombre d'années. J'étais un gaulliste, hein. J'étais pour Pompidou. Après, bon, ça s'est un peu dégradé sous le Giscard d'Estaing. J'étais un militant RPR sous Chirac. Et voyant après les magouilles, j'ai abandonné un petit peu tout ce petit monde. J'étais très impliqué dans la vie associative, dans la communication. Et donc, j'ai joué un rôle de militant sans ambition politique. Et donc, aujourd'hui, je suis sur la bande des Sables d'Olonne. Et je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'il y a quand même une question que je me pose. Hier, lorsque j'ai lu le journal Ouest de France, que M. Moreau, qui est un UMP, dont on sait, vous a accordé une somme de 40 000 € pris sous les fonds de l'Assemblée nationale. Alors, comment ça se fait que M. Moreau vous a dégagé cette somme? Quelles sont les ambitions derrière? Donc ça, c'est ma première question. Je réponds tout de suite à cette question technique. Ouais. C'est pas de l'argent qu'il a et qu'il me donne. Hein. Chaque année, chaque parlementaire attribue une somme, la même, par parlementaire à un parti politique. C'est ce qu'on appelle le rattachement financier. Et on doit choisir, et on coche des cases. Et l'année dernière, M. Moreau ne voulait pas donner à l'UMP compte tenu des problèmes financiers qu'il y avait à l'UMP. Il estimait que l'argent qu'il versait n'était pas bien utilisé. Et il a, sans que je le sache d'ailleurs, il a coché la case Debout la France. Voilà. Comme beaucoup d'ailleurs, enfin comme 9 parlementaires, des gens très différents, un centriste, Maurice Leroy, président du Conseil général du Loir-et-Cher, Jean-Pierre Chevènement, qui d'autre? Il y avait un député UMP, il y avait De Gaulle, il y avait M. Bompard de la Ligue du Sud. Alors on m'a dit, ah non, M. Bompard donne. J'ai dit, mais M. Chevènement aussi, bon, parce que ça me gêne. Voilà, ce sont des parlementaires qui ont estimé que mon mouvement politique était honorable et pouvait recevoir leur part financière. Ça, il faut être très clair, ça n'a aucune conséquence politique partisane. Vraiment. J'en suis moins sûr que vous. C'est une sympathie, mais ça ne veut pas dire que M. Moreau me soutient. La preuve, c'est qu'il soutiendra la liste régionale de M. Retailleau, et nous présenterons une liste régionale, et c'est Cécile qui en parlera dans un instant. Voilà, ça prouve une proximité politique ou le sentiment. Et puis en général, ça ne dure pas 2 ans de suite, parce qu'ils se font rappeler à l'ordre très vite. Donc, je crois que l'année prochaine, je n'aurai pas la dotation de M. Moreau. Voilà, et je ne lui en veux pas. Hein, c'est la vie politique. Non, parce que si je me permets de vous poser cette question, c'est que dans 2 ans, parce que ça va vite arriver, ça va être législative. Tout à fait. Donc il va falloir étendre très large pour garder son petit poste. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, on a en France depuis un certain nombre d'années les seigneurs de la République. On a vu des reportages sur le Sénat il n'y a pas très longtemps, ce qui est complètement écœurant, avec des sénateurs qui mentent auprès du téléspectateur en disant par exemple qu'ils payent leur repas 40 €, alors ce qui est faux, ils les payent 16 €, et que le reste c'est les contribuables qui le paient. Alors vous allez dire c'est de la petite cuisine de la politique, mais ça avec le reste, les gens sont complètement écœurés, et aujourd'hui il ne faut pas être surpris que les gens votent FN, parce qu'ils n'ont plus de recours, et donc tout ça c'est à remettre de l'ordre, et puis j'aurais aimé avoir votre sentiment. Est-ce que vous êtes, si un jour vous arrivez à des postes importants, à réduire le nombre de députés et le nombre de sénateurs? Je l'ai oublié dans mon propos. Ça c'est important aussi parce qu'il coûte très cher. Nous proposons 400 députés et 200 sénateurs. Très bien. 600, et nous proposons la suppression du Conseil économique et social. Et les sous-préfectures? Non, pas les sous-préfectures. Ah bon? Parce que je vais vous dire pourquoi. Oui, mais je vais vous dire, on a besoin d'une présence sur les territoires, on peut les regrouper, mais attention, vous avez besoin d'une armature de l'État.
Parce qu'un jour, vous en aurez besoin des sous-préfectures, je peux vous le dire. Donc, voilà. Donc moi, j'estime que l'État a un coût, mais je peux vous dire que les sous-préfectures doivent coûter le 10e du budget communication des conseils généraux. Voilà. Donc, je crois qu'on peut garder des sous-préfectures avec un État impartial. Alors, on peut les regrouper, on peut les améliorer. Enfin, je veux dire, je ne suis pas hostile à des regroupements. Mais qu'on arrête de toujours dire que c'est l'État qui coûte cher et de laisser les féodalités locales dépenser l'argent du contribuable. Symboliquement, ça coûte peut-être un peu, mais je peux vous dire, il faut garder un État structuré dans notre pays. Nous sommes un pays beaucoup plus fragile qu'on ne le croit, et nous devons... Oui, avec 2000 milliards de dettes, c'est sûr qu'on est fragile. Hein. Non, mais c'est pas... Ce qui compte, c'est la création de richesses, et on pourra parler de la dette, bien évidemment, mais ce n'est pas les sous-préfectures qui mettent en danger le déficit, je peux vous dire, de la France. Et on a besoin, vous avez besoin de commissariat, vous avez besoin de gendarmerie, vous avez besoin de sous-préfecture, point. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Mais on peut être en désaccord. Moi, je vous dis franchement, je réponds comme je pense, parce que sinon, si je suis là pour épouser les gens, je vous dis ce que je pense et vous jugez après, à la fin. Et le cumul? On va parler. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on groupe des questions, parce que comme je suis trop bavard, après, vous n'allez pas tous pouvoir poser la question. Alors, on groupe 3-4 questions. Le désert militaire français. Le désert? Le désert militaire français. Nous sommes allés faire un tour en Afghanistan, 89 morts, 7 milliards. Pour maintenir, il y a plein de départements, moi je suis originaire du sud de la France, le hasard de la vie fait que je sors par là, bref. Dans les Pyrénées-Orientales, nous avions plusieurs régiments, il n'y a plus rien. Tous ceux qui connaissent le sud de la France voient le bazar, pour ne pas dire le bordel que c'est. Que comptez-vous faire si un jour vous êtes au pouvoir? Là on vient de se rendre compte que nous avons les terroristes qui sont juste là, derrière, chez nous. Très bien, je vais vous répondre. Voilà. Faites passer le micro, on groupe les questions si j'en ai d'accord, Didier. Oui, tout à fait. Puis après, je voudrais que Cécile dise un mot aussi pour se présenter. Merci. Oui, moi j'étais, il y a quelque temps, une quinzaine de jours, assisté à une conférence d'Alain de Benoît qui faisait un panorama assez apocalyptique du traité transatlantique dit TAFTA. Pouvez-vous nous donner quelques informations, vos idées personnelles sur ce sujet? Madame. Bonsoir, monsieur. Je m'inquiète un petit peu de savoir ce que vous feriez pour traiter le problème de Sangatte. Le problème de Sangatte. Continuez. On prend les questions. Bonjour. Je ne vous apprends pas que le général de Gaulle n'était pas un homme politique. Il avait une vision de la France. Par contre, il savait quand même, il avait une stratégie, ce qui lui a permis de revenir au pouvoir. Et donc, je voulais savoir si vous aviez une stratégie pour accélérer le pourcentage qui pourrait vous revenir. Je ne vous la révélerai pas, parce qu'une stratégie doit être secrète. Mais je vous répondrai quand même. Dans la mesure où vous arriveriez au pouvoir, est-ce que vous créeriez la 6e République? Bien. Allez, encore une. Tiens, derrière toi. Derrière. Oui, bonjour. Alors la question qui m'inquiète énormément, c'est au niveau de l'éducation nationale. Comment établir l'autorité à l'éducation nationale face au corporatisme enseignant? Et une autre question, votre position par rapport aux binationaux. Alors une dernière au fond. Bonsoir. L'AME va coûter 1 milliard cette année. Qu'en pensez-vous? Et d'autre part,
les couples d'immigrés qui n'ont jamais travaillé en France perçoivent en moyenne entre 1000 et 1200 euros, alors que beaucoup d'ouvriers ou d'agriculteurs ne perçoivent pas 800 euros par mois. Trouvez-vous cela normal? Alors, merci. Merci, je vais partir de là. Sur l'AME, j'ai toujours proposé sa suppression. L'AME, c'est l'aide médicale d'État pour les clandestins, hein, qui coûte 1 milliard. Et j'ai proposé une solution très simple, qui existait avant, qui est la solution des dispensaires. Il suffit d'avoir un dispensaire par département ou dans les grandes villes, où il y a un système de tickets, et où on soigne, bien évidemment. On va pas laisser partir des épidémies et des gens raisonnables. Mais le système de l'AME, où c'est un soin gratuit pour des gens qui enfreignent la loi, parce que le terme sans-papier est très malsain. C'est comme le terme mariage pour tous, qui était très, très intéressant. Sans papier, on a l'air de dire les pauvres n'ont pas de papier. Non, je suis désolé, ils ont violé les lois de la République, même si c'est douloureux, même si individuellement c'est très terrible. Donc, suppression immédiate de l'AME et remplacement par des dispensaires avec des tickets pour soigner les gens qui, bien sûr, ont besoin d'être soignés, et ça coûtera 100 fois moins cher. Deuxième point, sur toutes les prestations sociales, RSA, CMU, APL, le logement, et retraite minimum vieillesse, je suis pour deux choses. Suppression de la différence pour l'Union européenne. C'est-à-dire, je ne vois aucune raison de donner à l'Union européenne, aux citoyens de l'Union européenne, enfin aux ressortissants, ce sont des citoyens, aux ressortissants de l'Union européenne, un avantage par rapport aux autres étrangers. Alors ça va enlever déjà beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, c'est 15 jours d'arrivée sur le territoire. Moi, j'ai des camps de Rome chez moi, 15 jours. 15 jours pour le RSA, la CMU, mais pas pour la vieillesse. La vieillesse, non, si, c'est 15 jours aussi de mémoire pour les ressortissants de l'Union européenne. 15 jours. Il n'y a pas un pays au monde qui fait ça. Bon. Pour les étrangers hors Union européenne, c'est plus long. Parce que ce n'est pas automatique tout le temps. Par exemple, pour le minimum vieillesse, c'est 5 ans ou 10 ans de résidence sur le territoire. Pour le RSA, j'ai plus en mémoire, je crois que c'est 3 mois. Et là, je suis pour passer, pour tout le monde, un délai de carence. C'est quoi? C'est qu'il faudrait être 3 ans sur le territoire français avant de pouvoir prétendre à toute aide sociale. C'est ce que propose M. Cameron en Angleterre, et je trouve que c'est une bonne formule. Pourquoi? Parce que la solution du Front National ne me paraît pas juste non plus dans l'autre sens. Un étranger qui travaille 20 ans en France et qui cotise et qui travaille, c'est normal qu'il bénéficie de prestations sociales en échange de ses cotisations. Et dire, comme dit le Front National, rien pour cela, c'est une folie. C'est une folie parce que c'est injuste et ça va créer, alors pour le coup, une différence qui n'existe dans aucun pays. En revanche, la méthode française d'aujourd'hui, qui consiste à donner les prestations sociales à des étrangers qui arrivent sur notre sol sans qu'ils aient travaillé une journée, est totalement ahurissant. Et c'est ça que je veux supprimer. Mais alors là, vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Et ça peut se faire par référendum. Sinon, c'est impossible. Vous aurez... mais déjà, le fait que je le propose, je passe pour un monstre. Mais c'est impératif. Moi, je vois ce qui se passe. Je vois mes hôpitaux. Vous n'imaginez pas les milliards gaspillés. Et en plus, on ne rend même pas service. Donc, on crée un appel d'air gigantesque. Ce que ne comprennent pas les belles âmes, c'est qu'il y a deux types de pays. Il y a les pays, comme les États-Unis, assez souples, finalement, sur l'immigration. Mais il n'y a pas de prestations sociales. Donc, les gens rentrent, mais ils vivent et ils bossent. Il y a beaucoup d'injustices, beaucoup d'inégalités, mais il n'y a pas la prestation sociale. Ou alors, on a un système où il y a des prestations sociales, mais il faut qu'il y ait un contrôle des frontières. Nous, on a inventé le système frontières ouvertes, à l'anglo-saxonne, si je puis dire, encore que ce n'est pas tout à fait le cas, mais enfin quand même beaucoup plus laxiste, et en même temps les prestations sociales de pays continentaux du nord de l'Europe. Ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas mêler frontières ouvertes et prestations sociales à volonté. Ça ne peut pas marcher. Et je peux vous assurer qu'en vous disant ça, je ne fais pas un discours, comment dire, pour mettre de la haine ou du rejet. Même chez moi, des étrangers en situation régulière qui bossent, et il y en a beaucoup, ils ne sont pas tous assistés, me disent mais comment vous pouvez accepter ça?
Un jour, j'ai eu un ministre marocain ou algérien qui m'a dit « Mais comment les Français peuvent accepter ça? Mais on ne tolérerait pas ça 15 jours dans notre pays. » Non, un Algérien. Donc, le drame dans notre pays, c'est que, comme il y a l'excès Front National avec quand même des choses qui ont été particulièrement insupportables, toute position ferme est immédiatement caricaturée. Et c'est voulu, parce que ça entraîne la France dans la lessiveuse de la polémique. Et c'est pour ça qu'il est vital de faire émerger une voie entre les deux. Vital. Parce que le jour où quelqu'un comme moi ou d'autres, sur cette ligne, à la fois très ferme, mais en même temps très juste, on peut accéder. Vous verrez, ça sera d'un coup, parce que les gens ont du bon sens. C'est d'ailleurs ce qu'essaye de faire intelligemment, parce qu'il a du talent, Sarkozy. Si vous réfléchissez à ce que veut faire Sarkozy, c'est quoi? C'est reprendre la thématique du Front National et montrer que lui, il est plus modéré. Sauf que le problème de Sarkozy, moi je ne serais pas hostile à ça si c'était réel. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est que c'est faux parce qu'il ne veut pas changer le système de l'Union européenne qui lui interdit de faire ça. Et c'est ça que je veux expliquer aux gens qui votent UMP encore en se disant « Ah ben ça sera mieux que le Parti Socialiste et c'est moins excessif que le Front National ». Moi, si Nicolas Sarkozy disait de manière cohérente « Oui, je remets en cause l'Union européenne dans ses traités pour pouvoir faire ce que je dis », moi, je n'ai plus besoin d'aller à la rigueur, je dis « Bon, bah, c'est pas parce que je n'aime pas que je ne vais pas voter pour lui ». Je veux dire, on n'est pas là dans un concours de beauté. On pourrait dire « Bon, bah voilà, c'est pas le bonhomme que j'aime, mais il va faire quelque chose de bien pour la France ». Si je suis en désaccord fondamental avec Sarkozy, c'est pas sur une question de personne, même si j'ai beaucoup de réticence sur la personne, mais c'est parce que il ne veut pas toucher au veau d'or de la mondialisation et de l'Union européenne qui interdit toute solution. C'est ça son problème. C'est ça son problème. Voilà pourquoi j'ai été un peu long sur votre question. Il y a une voie tout à fait possible, suppression de l'AME, délai de carence de 3 ou 5 ans, obligation de cotisation pendant tant d'années avant de pouvoir bénéficier des aides sociales. Et vous verrez que tout à coup, il n'y aura pas besoin de mettre des contrôles aux frontières excessifs, ça va se dégonfler très vite. Très vite. Il n'y a pas besoin de... Tant que vous n'enlèverez pas la carotte... Bon. Dernier point qui est insupportable, c'est le contrôle de la polygamie. J'ai dans ma ville... Tout le monde sait quand est-ce que les CAF, les caisses d'allocation familiale, vont contrôler ça. C'est insupportable. Mais comment un gouvernement, avec des ministres des droits des femmes, peut accepter ce qu'il y a dans notre pays? Mais ce n'est pas 1000, c'est des dizaines de milliers qui vivent avec des prestations sociales de femmes isolées. C'est insupportable. Et quand je vois ça, mais je me dis, mais où on vit? Et on ne dit rien, et on ne fait rien. Et personne ne fait jamais rien. Pourquoi? Moi je vais vous dire pourquoi, parce qu'il y a une raison, ils le savent. Ah oui, mais on va être condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Ah oui, mais on ne va pas pouvoir parce que Bruxelles va nous dire que ceci. Ah oui, mais c'est contraire au règlement truc-muche de... Voilà. Il le savait, le précédent gouvernement. Ah non, on ne peut pas toucher. On ne fait pas. Bah alors on ne fait pas. Alors à quoi on sert? Mais pourquoi vous élisez des gens qui ne servent à rien? Alors je vous renvoie d'ailleurs sur le vote utile. Tiens, je vais repartir de la stratégie. On ne gagnera, c'est pas facile, que quand on aura convaincu les Français que le vote utile est profondément inutile. Mais oui, moi je vous le dis, leur vote utile est profondément inutile. Il est utile à quoi? Vous élisez des gens qui sont inutiles. Alors essayez quelqu'un qui est inutile, vous verrez, un vote inutile, vous verrez qu'il sera utile. Je plaisante, mais il y a un moment où ça va venir. Et quelle est ma stratégie? Ma stratégie, elle est très simple. C'est la répétition et la base de la pédagogie. Et il faut être présent partout. Pourquoi on sera présent au régional? Pourquoi on n'a pas pu au départemental partout pour des raisons financières? Mais au régional, on sera présent toutes les élections. Je suis convaincu qu'à un moment, il y a un effet de seuil. D'ailleurs, j'ai fait le plus dur, je vais vous dire, qui est de passer de 0 à 5. Ça vous paraît peut-être curieux, mais regardez Syriza en Grèce, regardez Podemos en Espagne. Le plus dur, c'est d'arriver à 5. Ils étaient à 5 il y a 5 ans. Ils ont mis 20 ans pour arriver à 5. Le plus dur, c'est d'être ancré dans la vie politique. Et voilà pourquoi j'ai besoin de vous. Oui, j'ai besoin de vous. C'est pas à pas qu'on y arrivera. Alors peut-être qu'après, comment on fera après? On verra.
Après, vous savez, si on se pose la question de savoir, il n'y a pas la politique, c'est l'histoire. L'histoire, c'est l'âme humaine. Si c'était raisonnable, si c'était prédictible, vous mettez un pilote automatique, puis c'est fini. Hein. Donc, il faut essayer. Voilà. Il faut se lever le matin en se disant, on va essayer. Et on va convaincre. Et il y a un moment où la vérité apparaît. Il y a un moment où les gens ressentent l'honnêteté, ressentent les valeurs, ressentent le projet. Simplement, ça prend plus de temps. Mais la France n'est pas un si grand pays. Et après, ça va vite. C'est maintenant que c'est difficile, c'est vrai, on est au milieu du gué, on peut se planter complètement, on peut réussir. Je n'en sais rien. Mais je le fais parce que je ne veux pas me dire un jour, devant mes enfants, tu as eu la chance, tu as eu l'honneur d'être député de la nation. Vous parliez des sénateurs. Moi, j'ai des privilèges, lui, en tant que député. J'ai cet honneur. Qu'est-ce que j'en fais? Je vais à la soupe, je fais semblant ou je fais quelque chose? Ben, j'estime que j'ai cette chance inouïe, dont j'ai rêvé quand j'étais petit. Hein, quand j'avais 10 ans, je voulais être député. Bon, c'est venu. Je lisais les mémoires de guerre, j'étais un peu dingue. J'avais ça dans moi. Est-ce que je dois me retourner et ne pas le faire? Mais moi, je me regardais dans la glace quand je rentre le soir, surtout qu'entre nous. Hein, moi, j'ai eu un grand-père résistant, je veux dire, eux, ils risquaient leur peau. Bon, hein, ils risquaient leur peau. Moi, je risque rien. Donc, à un moment, il faut aussi à un moment être un peu courageux. Et entre nous, on a fait la campagne Engagez-vous, avec la petite Marianne, là, vous verrez le tract. Allez, je le dis, parce que quand je dis ça, après, j'ai envie parfois de dire à mes concitoyens, secouez-vous un peu aussi. Hein, parce que vous râlez tout le temps, et puis vous n'allez pas voter, et puis vous dites, ils sont tous pareils, mais il faut peut-être s'intéresser aussi un peu, ils ne sont pas tous pareils. Et puis, est-ce qu'il faut que vous attendiez que votre gamin n'ait plus de boulot, que votre femme soit licenciée, que vous fassiez agresser dans la rue pour réagir? Voilà, en fait, la réalité quand même. Hein. Alors, je ne vous en veux pas, parce que on ne nous montre pas à la télé. Je le sais. Il suffit que je passe un peu à la télé, ça part, les adhésions arrivent, on repart à la vache. Donc, je ne vous en veux pas. Moi, je serais citoyen à votre place. Est-ce que je me serais découvert? Est-ce que j'aurais eu envie d'y aller? J'en sais rien. Vous voyez la difficulté. Mais il y a un moment, la situation est trop grave pour rester dans son salon passif. C'est plus possible. C'est plus possible. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et pourquoi je veux aller à la présidentielle en 2017? C'est parce que le discours que je vous tiens là, je veux pouvoir le donner à la télévision. Et je suis certain que si je peux parler aux Français, à un moment ça se débloquera. Alors je suis peut-être illuminé, hein, mais il faut l'être un peu, sinon on ne fait pas ce métier. Alors, ensuite, des questions sérieuses. Celle-là était sérieuse d'ailleurs, elle est fondamentale. Fondamentale. Si vous avez la réponse, vous m'écrivez. Mais vous savez, je ne crois pas qu'il y ait un homme politique ou un homme d'État qui a réussi, qui n'ait pas eu à un moment des moments de doute immense et de découragement total. La seule différence, c'est Clémenceau, qui est vendéen, hein, Clémenceau qui disait la guerre, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui tient un quart d'heure de plus que les autres pendant la bataille, la dernière bataille. Hein, c'est ça, je crois, c'est une phrase un peu mieux, mais bon ben voilà, il faut que nous on tienne un quart d'heure de plus que les autres. Et c'est à l'usure qu'on les aura. 6ème République, non, je ne suis pas fanat de la 6ème République, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai l'impression qu'on amuse la galerie avec ça, qu'on réforme la 5e, mais pourquoi changer toujours de République? C'est un défaut français. On peut faire évoluer la République, et je me méfie beaucoup de cette illusion qui voudrait faire croire qu'il suffit de changer le numéro, même les rapports de pouvoir public, alors que le problème c'est entre la République et l'Europe. En fait, le pouvoir, c'est pas la question de la répartition, s'il y a des problèmes internes, etc., il y a besoin d'air, mais il y a besoin surtout de rapatrier du pouvoir de Bruxelles pour que vous en discutiez entre nous. Et puis un peu plus de parlement, un parlement un peu plus représentatif. Je pense quand même qu'il faut aérer le système au niveau parlementaire. Au risque d'avoir un peu d'instabilité, il faut trouver le bon curseur. Mais surtout, le principal point, c'est d'arrêter de confier nos décisions à des gens qui ne sont pas élus. C'est tout. C'est le point de base. Donc, 6ème République, bon, je suis un peu sceptique. Je suis peut-être tort, je ne sais pas, mais je suis un peu sceptique. Sangatte. Sangatte, c'est difficile. Moi, le type qui va vous dire « je vais régler Sangatte », pour une raison très simple, c'est qu'il y a la Manche. Bon, et qu'on ne va pas vider la Manche. Bon. En revanche, ce qui est clair, c'est que s'il y avait des frontières nationales, Sangatte ne serait pas l'impasse. On aurait peut-être filtré un peu avant, déjà. Mais pour autant, on n'aura pas tout réglé. Et puis, ensuite, il faut peut-être aussi taper du poing sur la table avec nos amis anglais. Ils sont sympathiques. Mais c'est nous qui les laissons à Sangatte.
pourrait très bien dire allez-y. Hein. Bon, ce serait une crise, mais à un moment, il faut aussi arrêter. Bon. Alors, si déjà on réglait le problème des aides sociales, moins d'appels d'air, des frontières nationales, le développement de l'Afrique et du Maghreb, qui est fondamental, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est fondamental. C'est presque le plus important. Parce que croire qu'on va régler le problème des frontières sans régler le problème de l'Afrique, ou du moins essayer de changer de politique, et notamment d'arrêter le libre-échange mondial. Il faut des droits de douane préférentiels pour les pays qui produisent près de chez nous. On a plus intérêt à développer Alger, Tunis, Abidjan que de développer Shanghai. Et donc, il faudrait peut-être qu'un jour, on réfléchisse à ce que Maurice Allais, célèbre économiste, proposait, c'est-à-dire des zones régionales de libre-échange. C'est vital. L'agriculture africaine, on a avec nous François Guillaume, ancien ministre de l'Agriculture de Jacques Chirac, qui nous a rejoints, qui a écrit des livres merveilleux, qui a tout écrit sur l'Afrique. L'agriculture africaine, c'est vital. Si vous voulez éviter l'exode rural, etc. Alors ça, vous imaginez, j'ai parlé de ça à la présidentielle, c'est pas... je ne parlerai pas des noms des journalistes, mais ils ne sont jamais sortis du 16e arrondissement ou d'Auteuil. Alors vous imaginez parler de la misère en Afrique, ça leur passe au-dessus de la tête, ils ne connaissent même pas la misère à Sarcelles. Donc, traité transatlantique, bah, c'est le problème dont je parle. C'est une abomination, le traité transatlantique. Parce que ce n'est pas simplement la fin au niveau européen, c'est la fin au niveau économique d'une zone euro-atlantique dominée par les États-Unis. Ça veut dire la fin de nos normes et surtout la fin de la démocratie. Puisque ça veut dire que si un gouvernement arrive et veut changer une norme, une société multinationale va faire un procès à l'État devant un tribunal arbitral privé. Vous pouvez fermer la boutique. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Mais c'est vrai que j'en parle pas assez, Jean-Philippe, il faut qu'on n'en parle pas assez. Mais je ne veux pas vous déprimer, quoi. Parce que... désert militaire, il faut atteindre les 2% du PIB de dépenses militaires. Il ne s'agit pas de dépenser trop, mais il faut quand même remettre un peu de moyens. Le précédent gouvernement Fillon a quand même supprimé 48 000 postes. 48 000 postes. Et après, ils viennent dire qu'il faut des forces armées. Comprenez pourquoi ils ne sont pas crédibles. C'est extraordinaire. Comment voulez-vous qu'ils gagnent les prochaines élections de manière large et avec confiance, puisqu'ils disent tout ce qu'ils n'ont pas fait ou le contraire de ce qu'ils ont fait. Donc, Hollande a arrêté heureusement la purge, encore un peu, mais il l'a freiné. Et puis, il faut absolument revoir nos équipements. Et il faut dire aux Français, est-ce que vous voulez être un pays libre ou pas? Ça se paye. Voilà. Et puis, il faut dire à l'Allemagne, ça suffit d'être le passager clandestin de notre défense. Parce que c'est un peu facile de se faire protéger par les Français, et puis après de nous faire des leçons sur les déficits, même si on a notre part de responsabilité aussi. Voilà. On ne s'en sortira pas seul non plus. D'où l'importance d'une coopération militaire, non pas supranationale, mais d'armement, etc., entre nous. Et là aussi, il faut peut-être dire aux Polonais, ça suffit. Voilà, vous arrêtez d'acheter des avions américains, sinon nous, les frontières, elles seront fermées pour vos produits. Il y a un moment, ça suffit. Mais vous n'avez pas des dirigeants, vous avez des espèces de, je sais pas, d'animateurs. Désert militaire, on en a parlé, donc on a toute une politique, on a des généraux qui travaillent très bien, qui sont jamais d'accord d'ailleurs entre eux, mais ils sont sympathiques, et on a beaucoup travaillé là-dessus, et on a un point, c'est un problème d'étiage. On a la chance d'avoir une belle armée, mais ils sont au taquet, mais on a une belle armée. Et il suffirait de leur donner un peu les moyens nécessaires, ce n'est pas des dépenses énormes, et je peux vous dire qu'on a une belle assurance vie. Et heureusement qu'ils sont là. Enfin, dernier point, l'éducation nationale. Et j'ai oublié le reste, j'arrive pas à me lire. Binationaux. Ah oui, binationaux c'est difficile. Bon, moi je suis hostile à la binationalité du principe, c'est clair. Mais il faut trouver le bon truc. Et la seule solution que je vois, c'est le système allemand, qui me paraît pas mal, qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire où le jeune à 18 ans fait un choix. Quand il est né de parents en Allemagne de 2 nationalités. S'il y a une binationalité, vous ne pouvez pas empêcher si vous avez... Mais en revanche, on demande pour des enfants nés sur le sol allemand de choisir à 18 ans. Soit il devient turc, soit il devient allemand. Et je pense que c'est une bonne... On ne peut pas avoir 2 loyautés parallèles. En même temps, on ne peut pas casser l'identité des gens. Donc, la marge est très étroite, et je vais vous dire franchement, je ne peux pas vous apporter aujourd'hui une réponse précise.
parce que nous, on est en train de débattre au sein de notre mouvement là-dessus. Donc je marche sur des œufs. Je n'ai pas ma religion n'est pas faite, si tu veux dire. Voilà, je vous le dis franchement. Et c'est un sujet très sensible. Et puis l'éducation nationale, je ne suis pas si pessimiste que vous sur l'éducation nationale, dans la mesure où je pense que les enseignants, contrairement à ce qu'on dit, la masse des enseignants ont très bien compris ce qui se passait. D'abord, il y en a beaucoup plus qu'on croit qui sont à droite. Il y en a à gauche qui sont des enseignants de gauche républicaine et qui aiment le mérite. Donc moi, je ne fais pas de différence sectaire. Et je pense que le problème, c'est l'administration de l'éducation nationale, les pédagogistes du ministère, beaucoup plus que la grande masse des enseignants qui ont compris et qui se payent au quotidien les classes où on ne peut pas faire classe pendant plus d'un quart d'heure. Et donc, si à un moment, on avait un ministre de l'Éducation nationale qui dise autorité, exclusion des élèves qui foutent le bazar, soutien des professeurs, rétablissement d'un minimum d'exigence, méritocratie, aide aussi au devoir fondamental, parce qu'il ne s'agit pas de revenir à l'école il y a un siècle, c'est absurde. Je pense qu'on peut s'en sortir et le faire adopter par référendum. De toute façon, réforme migratoire, réforme des prestations sociales, réforme de l'éducation nationale, réforme de la justice, c'est référendum. Sinon, vous ne ferez rien. Vous aurez toujours 10 sénateurs complètement, des députés, des journalistes, le machin. Infernal. Infernal. Le problème, c'est qu'il ne faut pas se planter. Voilà. Difficile. Mais je suis plutôt rassuré, moi, sur le milieu de l'éducation, qui attend d'être pris en main, qui attend des instructions. Le ministère est toujours dirigé par les mêmes pédagogistes, en fait. C'est impressionnant. Impressionnant. Alors, heureusement, ils partent à la retraite. Mais ils ont fait des dégâts. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vrai, on a des très bons projets sur l'éducation avec toute une série de mesures, mais je ne vais pas vous embêter ce soir. On sait ce qu'il faut faire. Ça ne sera pas facile, mais il faut essayer. Voilà, j'étais un peu long. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être... Cécile, moi j'aimerais que tu te présentes. Parce que, voilà, j'ai fait des compliments, mais c'est à toi de bien merci Nicolas. Je suis sartoise, je suis mère de famille, c'est la chose la plus importante pour moi, mère de famille, j'ai 5 enfants. Et pour me présenter un petit peu, donc moi j'ai fait plutôt des études d'économiste, mais en même temps, j'ai créé une entreprise et je suis très sensible, et c'est pour ça que ça m'agace beaucoup quand la gauche s'octroie le social. Je suis très sensible justement à tout ce qui est le bien de mon prochain, enfin je dirais tout ce qui est social. Et je suis très impliquée dans les associations, et en particulier, à l'heure actuelle, je suis présidente départementale de famille rurale, et j'ai monté, comme disait Nicolas, une petite entreprise, bénévole, de portage de repas, et je mets mon point d'honneur à développer, depuis 5 ans, à développer cette petite entreprise sans aucune subvention. On est parti de rien. On a commencé par louer un camion réfrigéré, et puis à l'heure actuelle, on vient d'acheter le 5e, on a acheté nos bâtiments, on a 7 salariés, et on augmente encore, et effectivement on a pratiquement la moitié du département là en 5 ans, et sans aucune subvention. On a même des communautés de communes qui nous demandent de reprendre leur service de portage de repas parce qu'ils sont déficitaires, eux. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pour donner un exemple, pour dire que quand on veut, on peut. Nous, on n'avait rien. Quand j'ai demandé au traiteur, voilà, on voudrait faire ça, mais on a zéro. On n'a même pas de camion, on n'a même pas de local. Il a commencé par nous prêter deux réfrigérateurs. Et puis c'est les bénévoles qui ont commencé, puis après on a été obligé d'embaucher. Et voilà. Donc voilà, c'est quelque chose de bien précis. Je pense que la France a beaucoup de possibilités. Je suis très très agacée quand je vois qu'on nous dit qu'on est un pays petit, moi je suis très fière d'être française, et quand je vais à l'étranger, je suis d'autant plus fière. Non seulement il a une culture, il est riche,
et il a des possibilités. Enfin, les prix Nobel, on en a eu encore il n'y a pas longtemps. Enfin, on a des intelligences. Donc, arrêtons d'avoir des complexes, d'être en permanence en repentance. Et je ne supporte pas. Et donc, moi, à un moment donné, j'étais un petit peu découragée. Et puis, c'est Nicolas qui m'a redonné le courage de repartir. Et si bien que là, je viens de découvrir qu'il me demande de repartir pour les régionales, après avoir fait les européennes. Donc, écoutez, ça va être assez difficile, parce que les régionales, il faut trouver une liste de 99 personnes sur les Pays de la Loire, 99, moitié hommes, moitié femmes. C'est pas évident, parce que arriver à décider nos concitoyens à suivre un parti qui est, entre parenthèses, et Nicolas Horreur quand je dis ça, un petit parti, mais c'est un parti qui est amené, vous savez, à devenir grand, comme on voit ce qui s'est passé en Grèce. Hein. C'était pas tout à fait la même sensibilité que nous, mais n'empêche que, parce que les gens n'étaient pas contents, ils ont fini par réfléchir. Moi, ce que je trouve ce que je dis quand je suis en réunion dans la Sarthe avec nos adhérents, je dis, écoutez, moi j'ai une admiration pour vous, parce que c'est tellement plus facile de suivre l'UMP, et puis maintenant de suivre le Front National. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de coups de téléphone que j'ai eu du Front National qui nous a dit, mais oui, mais Cécile, vous êtes souverainiste, vous êtes comme nous, ça serait tellement plus facile, regardez toutes les voix qu'on a. Je dis, oui, mais moi je suis désolée, moi j'ai des valeurs. Je ne fais pas de la politique pour avoir un mandat. Je suis, parce que j'ai des valeurs à défendre, et je ne me reconnais pas dans la famille Le Pen. Ils sont certainement humainement très gentils, mais ça ne correspond pas à mes valeurs. Et puis en plus, c'est vrai que vous avez beaucoup, alors je réponds, c'est vrai que vous avez beaucoup d'adhérents, mais je ne sais pas comment vous allez avoir un programme de gouvernement avec des communistes, avec des gens qui sont souverainistes, d'autres qui ne le sont pas. Il y a des gens qui viennent de partout, des gens qui sont surtout très découragés par l'UMP et la gauche. Donc moi ce que je me dis, c'est que effectivement, il faut qu'on nous voit un peu plus. On l'a fait un peu avec les départementales, en essayant d'afficher partout pour qu'on nous voit. On l'a fait pour les européennes. C'est vrai, on est arrivé à presque 5%. Et puis on va y arriver. Et puis vous allez voir que pour les régionales, on va y arriver. Et moi j'y crois parce que je ne comprends pas que les Français ne s'agitent pas pour défendre la France. Enfin, on est un superbe pays. Et donc voilà. Donc c'est pour ça que j'y vais, et bon, je vais encore... Tu le savais, on en avait parlé. Oui, enfin bon, j'avais pas encore dit oui, vraiment oui. Bon, bah écoutez, bonne soirée. Hein. N'oubliez pas de prendre les documents qui ont été apportés par Nicolas. Merci en tout cas. Il dit qu'il y a un verre à boire. Bien sûr, non, mais ça je le sais qu'il y a un verre à boire ici. Je vais le dire, hein. Encore une fois, vous devez pouvoir vous inscrire, donner vos noms si vous voulez militer pour Nicolas Dupont-Aignan. Oui, moi je suis un peu hors du coup, hein, mais je soutiendrai à fond la liste Dupont-Aignan au régional. Vous pouvez compter sur moi. C'était pas prévu. Hein. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Je suis très touché que vous ayez été si nombreux. Et puis, je suis à votre disposition avec Cécile et Jean-Philippe pour faire connaissance et échanger.